parfois. Bon, on n'en est pas loin. Je vous parlais tout à l'heure du premier objectif du sommet de l'ONU à Pékin, conquérir le pouvoir. C'est bien une guerre des sexes. Vous savez, je crois que la rivalité, la lutte entre les sexes a remplacé la lutte des classes marxistes. Aujourd'hui, on peut dire que les différentes classes sociales vivent avec plus de sérénité qu'il y a 50 ans. En tout cas, il y a moins d'excitation pour ces luttes. Mais ce qui a remplacé ces luttes des classes, c'est la lutte des sexes. Mais elle se fait, nous dit Gérard Leclerc, au nom d'une idée de la femme qui ne correspond pas à la réalité. Tant qu'on niera que la femme, dans son identité, est mère, elle est femme, épouse et mère. C'est sa triple vocation. Tant qu'on niera une de ces composantes, la femme donnera dans la société une image tronquée. Et la femme elle-même ne pourra avancer que d'une manière bancale. Or, c'est quand même la maternité qui définit peut-être avant tout l'identité de la femme. Bien sûr, c'est en tout cas une des composantes essentielles et c'est justement ce qui fait sa différence avec l'homme, sa différence biologique. Et ça n'empêche absolument pas une égalité entre l'homme et la femme. Une jeune femme a écrit Le corset invisible, c'est Eliette Abécassis, je vous le disais tout à l'heure. Et elle disait que le féminisme de nos mères ou de nos grands-mères, puisque Simone de Beauvoir, c'est quand même remonte aux années 60. Gisèle Halimi également. C'est Gisèle Halimi qui a mené ce combat de la clause de l'européenne la plus favorisée. Et elle a plus de 80 ans. Donc Eliette Abécassis disait que le féminisme s'est construit sur la revendication d'être identique. Vous voyez, c'est plus égal, c'est identique à l'homme. L'homme étant le référent, la référence. Et en oubliant que la femme a une composante tout à fait originale, c'est la maternité, le fait d'enfanter, et cela change tout. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas cette fonction fondamentale de donner la vie, d'accueillir la vie, la femme ne pourra pas être épanouie, la femme ne pourra pas se réconcilier avec l'homme. Parce que c'est justement cette maternité qui est le lien fondamental, le lien le plus profond entre l'homme et la femme. Ce qui est en jeu finalement, est-ce que ce n'est pas, vous parliez tout à l'heure de la nature et de la culture, est-ce que ce n'est pas la place du biologique ? C'est le refus de mettre à leur juste place la nature et la culture. Le refus de reconnaître la distinction, la différence biologique, parce que dans l'opinion des féministes très marquée par le marxisme, très marquée par la lutte des classes ou la lutte des sexes, Engels par exemple, la différence entraîne une domination. Et comme par hasard pour les féministes, la domination ne peut venir que de l'homme. Donc cette distinction biologique entraîne une domination, il faut donc la nier. Et alors pour les féministes, et on le voit aussi très bien dans la théorie du gender, les féministes reconnaissent que cette différence biologique existe, mais elle la néglige, elle considère que c'est sans importance pour que la femme devienne l'égale, l'identique de l'homme. Comme le dit Éric Zemmour avec son sens de la formule, on veut que la femme devienne un homme comme les autres. C'est exactement ça. Et je me souviens d'un livre d'Éric Zemmour, Le deuxième sexe, qui était le premier sexe. Le premier sexe. Justement. Vous voyez, c'est un lapsus révélateur. Le premier sexe. Et son livre est un cri d'alarme. Parce que il démontre que le féminisme outrancier, radical, empêche la femme d'être véritablement femme, puisqu'elle n'accepte pas cette maternité, la part de maternité, cette fonction de la maternité, mais elle empêche aussi l'homme d'exercer sa paternité. Et c'est là où c'est très grave. C'est que si la femme ne reconnaît pas qu'elle peut être mère et que cette maternité fait partie de son identité, elle empêche aussi l'homme d'exercer sa paternité. C'est vrai que les pères sont absents du livre d'Elisabeth Badinter, par exemple. Et bien sûr, parce que le féminisme radical, le féminisme des années 60, 70, donc Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Elisabeth Badinter, qui est un petit peu plus jeune que Gisèle Halimi, mais pas tellement plus jeune, ont rejeté l'homme du couple, de la famille et de la société. Donc, il y a une réconciliation à faire dans le couple, dans la famille et dans la société. Et se regarder entre hommes et femmes, non plus en concurrents, mais en personnes dignes de respect,
qui ont les mêmes droits, qui ont la même dignité et qui peuvent avoir une œuvre commune. Dans le domaine de la famille, évidemment, ça c'est l'enfant, l'œuvre commune c'est l'enfant, mais aussi dans le domaine de la politique, dans le domaine culturel, dans le domaine de la vie sociale. Gérard Leclerc, une dernière réflexion à ce propos ? Oui, j'entends tout à fait ce que nous explique Elisabeth Montfort, mais je rappellerai que à l'origine de ce féminisme, il y a quand même un formidable paradoxe qui est celui de Simone de Beauvoir, avec ce livre emblématique qui s'appelle Le deuxième sexe. Pourquoi ? Parce que cette défense de la femme est faite par une personne qui, premièrement, a la haine de son propre corps, de sa biologie féminine, qui est décrit dans son livre sous les aspects les plus repoussants. Déjà, sacré paradoxe. Deuxième paradoxe, cette dame, Madame de Beauvoir, est celle qui refuse obstinément l'engagement dans le mariage. L'engagement pour la vie qui est pour elle une aliénation. Troisième paradoxe, cette femme refuse l'enfant, bien sûr, et l'idée même de l'éducation. Elle ne se résoudra à adopter, comme Sartre d'ailleurs, une fille, mais une jeune fille mûre, déjà éduquée, si j'ose dire, et c'est quand même extraordinaire que ce soit Simone de Beauvoir qui est le corps biologique de la femme, qui refuse l'engagement du mariage et qui refuse non seulement la maternité mais l'éducation, qui ait été à l'origine de ce mouvement féministe, et ça en explique toutes les impasses et tous les échecs. Merci beaucoup Gérard Leclerc, on vous retrouve lundi, ce sera donc avec Louis Dauphren, donc à 8h07 pour votre billet quotidien. Elisabeth Montfort, il nous reste une dizaine de minutes, alors j'aimerais qu'on se penche sur une des réflexions d'Elisabeth Badinter qui dans son livre quand même développe un certain nombre d'idées qui ne sont pas inintéressantes, et je pense notamment à l'idée de nature, on en parlait tout à l'heure. Voici ce qu'elle dit: le concept de nature est devenu prédominant dans nos sociétés post-industrielles et finalement cela nous fait peur. Nous avons une vision un peu diabolique de tout ce qui est artificiel, technique, qui apparaît comme contre-nature. Et finalement, cela correspond, nous dit-elle, à une perte de confiance dans le génie humain. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans ? Alors, il y a un peu de vrai et en même temps, c'est pas tout à fait juste. Alors, il y a un retour à la nature parce que c'est quand même tout ce développement de l'écologie, de tous ces mouvements européens d'ailleurs et même internationaux, puisqu'aux États-Unis, c'est également vrai. Donc, là aussi, cette réflexion est très paradoxale. Il y a d'un côté un retour à la nature, mais à la nature, je dirais pour l'homme, à l'animal. Et l'homme n'a pas seulement une vie animale, il a aussi un esprit. L'homme n'a pas seulement un corps, enfin l'homme et la femme. Donc c'est paradoxal parce que en même temps, aujourd'hui, l'être humain, l'individu, veut se construire à partir de rien. Donc il y a en même temps ce retour à la nature à un niveau qui n'est pas juste et paradoxalement, dans le même temps, simultanément, une négation de la nature qui impose en quelque sorte justement une différence sexuelle entre l'homme et la femme et qui empêche l'homme de se construire selon ses désirs, ses intérêts. Un exemple, je reviens encore à la théorie du gender, qui consiste à nier cette réalité biologique pour se construire selon non plus une identité sexuelle, biologique, un donné de la nature, mais selon un comportement qu'on invente et qu'on décide, que l'homme invente et décide. Donc vous voyez que ce retour à la nature, il l'est d'une certaine manière, mais en même temps il est nié. Et donc l'homme, l'individu voulant se construire à partir de rien, c'est le grand péché de l'orgueil. Finalement c'est l'homme qui se prend pour son propre créateur. Et qui décide s'il est père, s'il est mère, qui décide si l'enfant va arriver ou pas arriver, choisir de donner la vie ou non. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est paradoxal. Comment est-ce qu'on retrouve ce paradoxe, ces deux conceptions finalement qui s'opposent mais en ayant chacune leurs lacunes? Comment est-ce qu'on retrouve ce paradoxe dans la révision des lois de bioéthique par exemple, où là aussi il y a des questions qui touchent au biologique, qui touchent à la maîtrise du vivant, de l'humain. Je pense notamment à la recherche sur l'embryon, mais aussi à la différenciation sexuelle, à l'accès aux origines par exemple pour les enfants qui sont nés sous X. Finalement, est-ce qu'on, dans ces questions-là, on ne sous-évalue pas le poids du biologique?